D'abord, j'aimerais quand même revenir sur l'usage du terme école, parce que hier, je me suis aperçu qu'il n'avait pas l'évidence qu'on pourrait lui prêter spontanément. Et j'ai remarqué qu'il peut être à la fois péjoratif, problématique ou critiquable. Alors d'abord péjoratif, parce que c'est vrai que je pense que personne ici n'aimerait être classé dans l'école de l'exégèse, ces serviles de la loi qui en fait avaient des croyances sur le droit tout à fait, j'allais dire, naïves dans la présentation qu'on en fait. Mais pourtant, je me rassure parce que d'un autre côté, lorsqu'on entend la communication sur l'école historique du droit, on aurait pu également parler de l'école du droit libre en Allemagne, ce ne sont pas des dénominations péjoratives du tout. De même que parler de l'école de Toulouse ou de Bordeaux en matière de droit administratif, ce n'est pas péjoratif, ça décrit en fait un véritable débat sur le service public. Je pourrais multiplier les exemples, parler de l'école italienne de criminologie ou, comme l'ont fait en fait certains chercheurs français, de l'école française de sociologie du droit à travers Jean Carbonnier. Donc quand on compare en fait l'ensemble de ces écoles en dehors, j'allais dire, de la connotation péjorative qui peut s'attacher à certaines qualifications, on s'aperçoit que effectivement l'école c'est variable dans la mesure où ça peut être une certaine façon d'analyser le droit ou une seule partie du droit. Par exemple, on n'a que le droit administratif dans le cas de l'école de Toulouse et Bordeaux. On remarque aussi que l'école, ça a un certain aspect performatif, c'est-à-dire que c'est une description a posteriori. C'est-à-dire que c'est très rare que l'école commence par une auto-présentation d'elle-même. Ça peut être un programme de recherche, mais souvent on parle d'école plutôt dans une perspective historique. Et ce que je retiens également, c'est que l'avantage de parler d'école, c'est très didactique, parce que ça nous permet de donner des repères dans la pensée et les idées. Et plus encore, et je pense que c'est là en réalité que se joue l'enjeu principal de la qualification d'école, c'est que toute école a un noyau épistémologique, c'est-à-dire des concepts, des idées, des modes d'analyse qui lui donnent une identité. Alors malgré cela, le terme demeure problématique. Et on l'a bien vu hier, il demeure problématique. Pourquoi ? Parce que son champ peut être très variable. Là, on l'a vu, ça peut être tout le droit, ça peut être un débat au sein, j'allais dire, d'un même champ d'analyse. Il y a plusieurs manières d'être positiviste, sans doute, et il y a plusieurs manières de faire du droit administratif, ou il y a même plusieurs manières de faire du droit public. On n'a pas forcément des repères spatio-temporels très nets pour définir une école, et il faut quand même le reconnaître aussi, il y a un certain artifice rétrospectif à présenter en fait une école. Néanmoins, il me semble que le terme d'école a un autre avantage, en dehors de tous ces problèmes, c'est qu'il a aussi une signification sociologique. Et ça, on en a bien parlé également, c'est-à-dire qu'il y a souvent un père fondateur ou une mère fondatrice, des disciples, des continuateurs, bref, il y a quand même des hommes derrière les idées, et les idées ne vivent pas par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Alors, certes, il y a une difficulté générale de définition de ce qu'est une école, ça c'est clair, mais de notre côté, on peut caractériser une unité d'analyse ou une unité de pratique, et on a parlé hier de l'école aixoise de droit constitutionnel, et c'est vrai qu'elle partage un point commun avec l'école aixoise de méthodologie juridique, qui est la volonté d'analyser les textes en eux-mêmes et pour eux-mêmes, et volontairement de les couper des facteurs d'influence, qu'on ne nie pas par ailleurs, qui sont les facteurs d'influence politique. Ça a été un des grands apports du doyen Louis Favoreux dans ce domaine. Donc on le voit, même si le terme est problématique, il a quand même des avantages. Fournir des repères dans la pensée juridique, comprendre les divergences, donc finalement caractériser des idées ou des lignes directrices qui sont plus ou moins suivies. Alors, on pourrait également dire que le terme d'école est critiquable parce qu'il pourrait penser à une forme de manifeste, c'est-à-dire que lorsque je fonde une école, je m'approprie les idées de manière exclusive, elles n'appartiennent qu'à moi, je suis spécifique, c'est mon école, c'est pas l'école des autres, et ce serait peut-être en fait une espèce de fausse spécificité. Alors je le précise, l'école aixoise de méthodologie juridique, elle n'a pas l'exclusivité de ses idées, mais elle présente un agrégat original de certaines idées. Donc l'école est plus dans la composition du bouquet de fleurs que dans les fleurs elles-mêmes. Et puis de toute façon, qui a l'exclusivité de ces idées, puisque créer, en réalité, on le sait tous, c'est dissimuler ses sources.
Donc, je crois que là-dessus, c'est très difficile d'être totalement spécifique. Et surtout, il faut aussi comprendre l'école aixoise de méthodologie juridique dans le contexte de la culture juridique française, qui est quand même particulier, puisque tout au long du XXe siècle, les auteurs français sont relativement hermétiques à la philosophie. Et d'ailleurs, il n'existe pas en fait en France, dans l'enseignement, une chaire officielle de théorie du droit ou de philosophie du droit, comme cela peut exister dans la plupart des universités dans le monde, et même en Europe, en Italie. Mais bref, en France, ça n'existe pas. Donc tout se passe comme si la théorie du droit, finalement, n'était pas une discipline qui avait droit de citer dans l'université française. Donc, vous allez comprendre ma démarche. Il s'agit principalement de situer la production de l'école de méthodologie aixoise à travers ces hommes, c'est-à-dire à travers son histoire, donc c'est plutôt son noyau sociologique, on pourrait dire, et également de défendre, de montrer en fait comment elle défend une certaine identité disciplinaire du droit, donc finalement c'est son noyau épistémologique. Alors, son noyau sociologique, c'est-à-dire son ancrage universitaire, son ancrage dans l'institution universitaire, je pourrais en quelque sorte prouver le mouvement en marchant, prouver l'existence de l'école aixoise en parlant, puisque je parle dans un colloque qui, justement, est organisé par l'Association internationale de méthodologie juridique, qui a été fondée par Jean-Louis Bergel. Jean-Louis Bergel, avocat, professeur au concours d'agrégation de 1976, 10 ans donc après, crée l'atelier de méthodologie juridique, qui a vocation d'avoir une analyse transversale du droit et de se centrer principalement sur ses mécanismes rationnels. Et il crée également une revue, les cahiers de méthodologie juridique, la même année, qui sera publiée en fait en complément d'une revue qui avait été créée quelques années avant à Aix-en-Provence, qui est la revue Droit prospectif, la revue de la recherche juridique, et qui donc va servir de base pour toutes les réflexions et les publications de l'atelier de méthodologie juridique. Il faut bien entendu comprendre que la méthodologie n'a rien à voir avec la méthodologie des exercices, ça c'est pas bien entendu, on le sait tous, la méthodologie du commentaire d'arrêt ou du cas pratique, mais bien un véritable discours sur la méthode. Et en ce sens, on pourrait rapprocher l'école de la méthodologie aixoise de François Génie, qui s'est intéressé à la méthode, ou d'un auteur français comme Henri Moczulski. Christian Attias n'est pas à proprement parler un fondateur de l'école de méthodologie juridique, puisque lui s'est plutôt intéressé à l'épistémologie, mais il faut noter qu'il était avocat, professeur. Alors il n'est pas aixois, il est de Poitiers, mais il a rejoint très vite Aix-en-Provence après le concours d'agrégation. Même concours d'agrégation que Jean-Louis Bergel en 1976, dont il sort major, concours Jean Carbonnier. Et Christian Attias, lui, va écrire 4 titres sur l'épistémologie juridique en 1985 au PUF, un autre en 1991, 1993 et 2002. Et cette approche épistémologique du droit se marie par une espèce, j'allais dire, d'alchimie spontanée et tout à fait bienvenue, se marie parfaitement avec la méthodologie, puisque l'épistémologie sert de fondement à la méthodologie juridique. Donc les deux font bon ménage, et le savoir juridique que défend Christian Attias est en partie constitué par les méthodes du droit. Donc en fait, il y a une espèce de congruence spontanée entre les deux éléments, et un lien très fort que font les deux auteurs entre la théorie et la pratique, puisqu'ils sont tous les deux avocats, ils vont le rester jusqu'au bout, tout en restant en fait universitaires. Donc nous avons un lieu, Aix-en-Provence, nous avons des noms, nous avons au moins un père fondateur, nous avons des publications régulières chaque année, nous avons aussi des sujets de doctorat qui sont très orientés en fonction de la méthodologie juridique. Donc on a tout un aspect sociologique ou politique qui serait d'ailleurs intéressant de comparer et d'analyser à l'aune de ce qui se fait en sciences politiques avec le concept de communauté épistémique, donc qui sont ces lieux de savoir qui produisent également des lieux de pouvoir, et donc comme par exemple sur les discussions qu'il peut y avoir sur le réchauffement climatique, les deux sont liés. Donc l'école est bien aixoise, elle est aussi méthodologique, et j'ai remarqué que lorsqu'on doit parler de quelque chose et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, il y a un moyen simple de s'en sortir, il suffit de dire que c'est un paradigme. Donc, je reprends finalement la définition de Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques, sans supposer bien sûr que le droit est une science. Hein. Vous comprenez bien que les analyses de Thomas Kuhn concernent en fait la physique, mais je ne soutiens pas que le droit en fait
est une science au sens de la physique. Mais ce qui est intéressant dans la définition, c'est que le paradigme, c'est ce que les membres d'une communauté scientifique, donc on va dire un savoir au sens étymologique, possèdent en commun, et réciproquement, une communauté scientifique se compose d'hommes qui se réfèrent au même paradigme. Donc on a à la fois dans la définition l'aspect sociologique et l'aspect épistémologique. Et on peut dire qu'il existe une forme de paradigme méthodologique, puisque c'est une certaine manière d'analyser le droit, une certaine manière de poser des questions et de les résoudre. Alors justement, ce paradigme méthodologique, quel est-il ? Et je vais terminer par là, il est aussi juridique, hein, donc ce n'est pas un paradigme scientifique au sens des sciences dures, mais c'est un paradigme juridique qui s'inscrit donc dans la méthodologie, et on pourrait finalement se sortir de la difficulté de caractériser les écoles en raisonnant en espèce de degré de généralité, si vous voulez. Il y a quand même des règles qui sont partagées aujourd'hui, des règles de méthode, qui sont partagées par la plupart des juristes dits positivistes. En cela, ils s'opposent en fait aux juristes qu'on pourrait qualifier de juste naturalistes. Mais on peut en énoncer 4 qui sont partagés par la plupart, au moins des juristes français, mais au-delà aussi. Première règle de méthode, c'est que les juristes se limitent aux sources du droit pour argumenter, la plupart du temps. Donc on recherche avant tout une efficacité technique. Hein. D'ailleurs, je le rappelle, hein, Christian Attias et Jean-Louis Bergel étaient avocats. La deuxième règle, c'est que les juristes traitent le droit comme une totalité cohérente, notamment à travers la règle formelle de justice qui consiste à traiter les cas semblables de façon identique. La troisième règle, c'est que dans le paradigme méthodologique positiviste, on évalue les modifications conceptuelles qui peuvent être induites par l'introduction de nouvelles règles, hein, par l'actualisation constante du corpus de référence. Donc il y a une mise à jour de la consistance interne du système. Et la quatrième règle, c'est une règle de sobriété dans la conceptualisation, puisque normalement, les juristes ne s'adonnent pas à des spéculations théoriques si elles ne débouchent pas sur des solutions pratiques. C'est-à-dire que si on doit trancher un débat de qualification ou de définition, il faut qu'il y ait un enjeu pratique, il faut que la question en fait, permette de trancher un litige. On ne va pas conceptualiser pour conceptualiser. Donc on pourrait dire finalement que sur les règles de méthode, le paradigme méthodologique, c'est un formalisme, mais conscient de lui-même. Donc ce n'est pas un formalisme naïf, comme celui en fait, qui pourrait être reconstruit justement par des écoles concurrentes. Alors ce qui est plus propre au paradigme méthodologique, c'est sans doute ces positions épistémologiques qui sont plutôt défendues, vous le comprenez, par Christian Attias, mais que partage implicitement Jean-Louis Bergel. 4 positions épistémologiques. Premièrement, c'est que le droit produit un savoir propre, donc il y a une autonomie épistémologique qui justifie une investigation disciplinaire en tant que mode de connaissance particulier ou mode d'interprétation particulier du réel. Les concepts sont considérés comme des constructions, donc il y a un conceptualisme, mais ce n'est pas un conceptualisme de type platonicien déductif, où on n'est pas en fait dans le non-sens transcendantal ou dans le ciel des idées. Donc les concepts sont des constructions, donc ils sont considérés comme des outils. Hein. On sait qu'en fait il n'existe pas l'état naturel, ce sont des productions de la pensée humaine. Le droit, troisième règle, est considéré comme complétable. Donc on a une approche technique des lacunes, c'est-à-dire qu'on considère que par l'argumentation et l'interprétation, on peut, par différentes méthodes, traiter les cas inédits et, selon la belle expression de Christian Attias, redire l'inédit. Et quatrième règle épistémologique, c'est de considérer que le droit est une argumentation, et c'est l'inspiration proprement dialectique, l'argumentation qui se trouve dans le procès et qui se trouve également dans le discours doctrinal. Alors je voudrais terminer en donnant enfin, toujours en fait dans cette idée de présentation feuilletée qui va du général au particulier, donner enfin une description de l'importance que donne l'école de méthodologie aixoise à certaines modalités d'analyse. Il y en a 3. D'abord, ça peut paraître être une tautologie, mais on donne un primat à la méthode et au savoir, mais c'est très important de le dire, parce que ce qu'on retrouve dans les ouvrages tant de Jean-Louis Bergel que de Christian Attias, c'est une volonté de raisonner en dehors d'une fondation métaphysique du droit. Et la méthodologie juridique, nous dit Jean-Louis Bergel, possède une relative neutralité parce que normalement, même les justes naturalistes reconnaissent qu'on doit argumenter
qu'on doit raisonner, et les positivistes, bien sûr, normalement, acceptent aussi que le droit est fait d'argumentation et de méthode. Donc c'est une relative neutralité, ce n'est pas une neutralité absolue. En cela, l'école aixoise de méthodologie juridique s'oppose aux études critiques du droit, elle s'oppose au réalisme juridique, elle s'oppose au décisionnisme, elle s'oppose bien évidemment aux approches en fait sociologiques, et elle valorise un certain point de vue interne du droit, et surtout, en raison de son attrait pour la méthode, a une relative indépendance à l'égard du fond du droit, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, elle prend le droit au sérieux, enfin, elle prend le droit au sérieux et plus exactement la pratique du droit au sérieux, en pensant en fait qu'on peut en extraire des mécanismes qui sont dignes d'intérêt. Donc, primat de la méthode et du savoir, primat des catégories juridiques, en précisant qu'en eux réside une universalité des procédés rationnels d'organisation du droit positif, mais primat des catégories juridiques, vous l'avez bien compris, non pas au sens métaphysique, mais au sens utilitaire, c'est-à-dire que les concepts juridiques permettent d'argumenter, et ce sont des constructions, les catégories sont conventionnelles, elles n'ont pas de vocation en fait, à représenter en fait, un réel. Et enfin, je terminerai par là, un primat de ce qu'on pourrait appeler le point de vue méta, la méta-analyse, ou analyse réflexive, c'est-à-dire que la méthodologie juridique, c'est une volonté, dans l'école aixoise, que les juristes réfléchissent sur leur propre pratique, et l'épistémologie est une réflexion sur la réflexion méthodologique. Donc en fait, on a un système d'analyse, de méta-analyse, en fait, qui s'emboîtent les unes les autres, mais avec pour point commun de considérer, ça c'est très net, et dans les ouvrages de Christian Athias et dans les ouvrages de Jean-Louis Bergel, que le droit positif n'est pas un objet à décrire ou à constater, parce qu'aucun arrêt ne peut s'imposer par sa seule force obligatoire, tout peut être discuté, tout peut être remis en cause par l'argumentation. Donc on le voit, s'il fallait en une seule phrase, et je terminerai par là, définir ce qu'est l'école aixoise de méthodologie juridique, je dirais que c'est une défense réfléchie, dans tous les sens du terme, du formalisme par opposition à ce qu'on a pu appeler le réalisme juridique. Je vous remercie.